Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui est consacrée à la mise à jour économique présentée jeudi par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Face à l'inflation et à une possible récession, Ottawa propose des mesures ciblées pour soutenir les travailleurs à faible revenu et les étudiants. Le gouvernement éliminera notamment les intérêts sur tous les prêts étudiants, et ce à compter du 1er avril 2023. Pour venir en aide aux travailleurs à faible revenu, le gouvernement prévoit aussi 4 milliards de dollars sur 6 ans pour émettre des paiements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs. Au chapitre du déficit, maintenant, même si les prévisions sont meilleures que ce qui avait été anticipé lors du dernier budget, Ottawa prévoit un déficit de 36,4 milliards de dollars pour 2022-2023 et un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans. On écoute la ministre Freeland, suivie du chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre. Nous offrons des mesures ciblées pour alléger l'inflation parce que c'est la bonne chose à faire. Mais pendant que la Banque du Canada lutte contre l'inflation, nous ne compliquerons pas son travail. Nous sommes compétissants et nous sommes aussi responsables. Je sais que nous semblons traverser une période difficile. Et c'est le cas. Mais nous avons une maison bien construite. Quand les conservateurs ont appris que la coalition coûteuse allait introduire cette mise à jour, on a eu 2 revendications. Pas de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts et pas de nouvelles dépenses, à moins qu'ils soient payés par des économies ailleurs. Mais aujourd'hui, on apprend que cette stratagème inflationniste augmente les taxes sur le chauffage, l'essence et les épiceries. Donc, les conservateurs seront debout pour les Canadiens, pour leur chèque de paie, pour leur maison, pour leurs économies, et nous allons voter contre cette stratagème inflationniste. Et c'est là-dessus que je retrouve Randy Boissonnault, qui est ministre associé des Finances à Ottawa. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Alors, vous annoncez de nouvelles mesures qui se chiffrent à 43,7 milliards de dollars depuis le dernier budget. Là-dessus, bon, il y a un crédit d'impôt qui va coûter à l'État 6,7 milliards sur 5 ans pour venir en aide aux entreprises pour réduire leur émission de carbone, notamment. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée d'aider les entreprises en pleine crise de l'inflation ou votre gouvernement aurait dû plutôt se concentrer sur l'aide aux plus démunis? C'est une très bonne question. Je pense que si on regarde l'énoncé économique d'automne aujourd'hui, il y a 3 volets. En premier, c'est vraiment aider les Canadiens avec le coût de la vie. Deuxièmement, c'est d'avoir un cadre fiscal prudent. Et troisièmement, c'est préparer et positionner le Canada pour avoir une économie qui peut faire concurrence à l'échelle mondiale. Et donc, ça veut dire qu'on a des investissements ciblés pour les Canadiens, comme enlever les frais d'intérêt pour les prêts pour les étudiants et les apprentis. C'est une bonne mesure. Aussi, plusieurs mesures pour alléger, acheter sa première maison et aussi être à l'aide pour les travailleurs. Comme vous avez dit tantôt, l'idée d'avoir des paiements trimestriels aux travailleurs, c'est une très bonne mesure. Sur le côté d'investir dans l'économie, avoir le Fonds de croissance du Canada, c'est 15 milliards de dollars qui va attirer un autre 3 $ pour chacun de ces 15 milliards de dollars. Donc, on parle de 60 milliards de dollars qui va nous aider à faire des investissements dans la carboneutralité. Et c'est un positionnement très important vis-à-vis des États-Unis, mais aussi pour inciter cette croissance dans l'économie. Et pour moi, c'est cette question d'équilibre. Appuyer les Canadiens, mais aussi positionner l'économie pour le futur. Oui, parce que vous annoncez une série de mesures pour répondre à la loi sur la réduction de l'inflation récemment adoptée aux États-Unis. C'est un projet de loi américain qui contient plusieurs incitatifs pour les investissements dans l'énergie verte. On sait que ça inquiétait l'industrie canadienne ici. Est-ce que ce que vous proposez, ça va être assez pour rétablir justement la compétitivité des entreprises canadiennes dans l'énergie verte? On pense que oui. Et Esther, ce n'est que le début. On a un budget qui s'en vient en 2023 et on va garder cette question de très près. On est en très bon contact avec les gérants des entreprises, mais aussi avec les
entreprises qui veulent venir s'établir ici au Canada. Je vous donne un exemple dans ma province de l'Alberta. Dow Chimie est en train de regarder de faire un investissement de 12 milliards de dollars et c'est une nouvelle installation carboneutre. Donc, ça, c'est un investissement qui va payer des milliers de bons jobs et avoir un crédit d'impôt pour les compagnies qui vont investir dans les technologies vertes, mais aussi pour nous aider, et en Alberta et à travers le pays, de développer toute l'industrie d'hydrogène propre. Pour moi, c'est une très bonne idée pour le futur de notre pays. Bon, je vais revenir sur les mesures, justement, que vous avez annoncées aujourd'hui de façon générale, là, parce que, bon, il y en a quand même pas mal. Il y en a pour les soins dentaires, pour l'aide au logement, il y a des mesures pour aider les travailleurs, les étudiants, vous le disiez il y a un instant, même s'il n'y a rien comme tel sur l'assurance-emploi, comme le NPD et le Bloc vous le demandaient. Est-ce que ça va être assez pour venir en aide aux Canadiens qui en arrachent à cause de l'inflation? Ça, c'est une très bonne question, Esther. Et je pense que si on regarde l'énoncé économique d'automne aujourd'hui, on peut dire où sont les autres mesures. Mais là, il faut regarder les mesures qu'on vient juste de passer, la Chambre de la commune ici récemment, avec le doublement du crédit de la TPS, qui, il faut dire, va arriver dans les comptes de banque des Canadiens demain, vendredi même. Aussi les soins dentaires, les soins locataires, mais aussi il faut regarder les mesures qu'on a mises en place au printemps, mais aussi le fait qu'on a coupé en deux les frais pour la garde aux enfants, qu'on a mis l'allocation canadienne en place. Ça fait déjà depuis 2015 qu'on investit dans cette question de réduire le coût de la vie pour les Canadiens et Canadiennes. Et pour nous, c'est toujours une question d'avoir cet équilibre et on va continuer à écouter les Canadiens et Canadiennes. Et s'il faut en faire plus, on va certainement regarder à ça. Il nous reste 30 secondes, oui. Monsieur le ministre. Les conservateurs, on sait, vous demandaient que pour chaque nouvelle dépense, que vous coupiez ailleurs, que vous trouviez en fait des économies équivalentes, alors que vous voulez justement lancer le message qu'après les dépenses de la pandémie, le temps est maintenant revenu de revenir en fait à la discipline fiscale. Pourquoi ne pas avoir répondu à cette demande des conservateurs? Mais regarde, si on regarde l'énoncé très de près, on a un surplus d'ici 2027. On a le taux, le rapport entre la dette et les PIP le plus bas dans le G7. On a le déficit le plus bas dans le G7. On a une gestion des finances très robuste, très prudente. Et c'est ça la manière dont on va continuer à gérer les finances du pays. Randy Boissonnault, ministre associé des Finances à Ottawa, merci beaucoup. Merci. Merci. Et justement, pour voir ce qu'en pense l'opposition officielle conservatrice, je rejoins Pierre Paulus, le lieutenant des conservateurs au Québec. Bonsoir, M. Paulus. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, vos attentes étaient claires, vous, du côté des conservateurs. Pas de nouvelles taxes, pas d'augmentation d'impôts, pas de nouvelles dépenses, à moins que le gouvernement procède à des coupes budgétaires ailleurs. Est-ce que le gouvernement a répondu à vos attentes? Bien non, on n'est pas vraiment surpris non plus, mais on aurait aimé, par contre, on aurait aimé voir un resserrement des finances publiques, un resserrement, surtout de l'aide vraiment dirigée vers les citoyens en n'augmentant pas leurs taxes, leurs impôts. La fameuse taxe carbone qu'on demande depuis un mois, de cesser l'augmentation de la taxe. Mais bon, c'est ce qu'on n'a pas, on ne voit pas ça aujourd'hui, loin de là. Donc, déception? Bien, absolument. Écoutez, les libéraux font des spins politiques souvent en essayant de faire croire que nous, les conservateurs, on voudrait couper, mais ce qu'on veut, c'est surtout contrôler les dépenses, surtout les dépenses qui sont totalement inutiles, qui ont été faites les dernières années, qui causent des problèmes. Oui, bon. Je vais vous entendre sur la nouvelle taxe sur le rachat d'actions des sociétés. Vous, les conservateurs aussi, vous ne voulez pas de nouvelle taxe, mais celle-là, quand même, elle est pour rendre les entreprises plus compétitives. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, c'est une taxe qui s'ajoute, c'est sûr, qui rajoute un fardeau de taxes pour tout le monde, même pour des rachats d'actions. Il reste que, c'est sûr, il y a là-dessus, à un moment donné, au niveau des rachats d'actions pour entreprises, c'est un volet différent que les Canadiens s'attendent à ce que des gens qui puissent bénéficier de rachats d'actions paient une certaine forme de taxe supplémentaire. On n'a pas nécessairement une objection totale sur ce point-là. Par contre, c'est plus global. Nous, c'est vraiment de façon globale. On voit 21 milliards de dépenses supplémentaires qui sont ajoutées. Et surtout, lorsque le gouvernement annonce qu'ils ont plus de revenus, ce qu'on voit, c'est que c'est des revenus qui ont été créés, supplémentaires qui ont été créés à cause de l'inflation. Donc, les gens payent plus de taxes, payent plus sur les achats. Donc, ce qui fait que ça fait monter les revenus du gouvernement, entre autres, et c'est ça qui est problématique pour nous. Oui. Pour ce qui est des nouvelles mesures là, qui ont été annoncées aujourd'hui par le gouvernement, il y en a, bon, pour des milliards, 43,7 milliards quand on compte un peu tout. Est-ce que le gouvernement, quand même, de façon plus philosophique, je dirais, n'avait pas le choix de venir en aide aux Canadiens qui en arrachent là, à cause de l'inflation? Vous le savez, là, les Canadiens en arrachent à cause de l'inflation. Est-ce que le gouvernement n'avait pas le choix?
Bien, c'est probablement la plupart des mesures annoncées aujourd'hui, c'est ce qui a été voté cet automne. Là. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Par contre, ce que nous, on demandait pour aider vraiment les Canadiens, c'est pour ça qu'on demande de ne pas augmenter les taxes, les impôts, la taxe carbone qui coûte cher aux entreprises qui refilent la facture aux citoyens. C'est des mesures qui sont simples. Et quand on demande aussi au gouvernement de balancer les ministères, de prendre le contrôle à chaque nouvelle dépense, de couper à quelque part, c'est juste de contrôler des dépenses qu'on a vues qui sont incompréhensibles, comme la fameuse application à Rifcan qui a coûté 56 millions. D'où c'est que ça sort? 12 millions à l'Oblat pour acheter des frigidaires alors que la compagnie fait des dizaines, des centaines de millions de profits. C'est des dépenses comme ça que nous, on aurait aimé voir un changement radical de la part du gouvernement et c'est ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Parce que aider les citoyens, on est là, mais c'est dans des mesures différentes et des mesures qui font en sorte que tout le monde en bénéficie. Oui. Je veux vous entendre sur le déficit. Les prévisions sont meilleures que ce qui avait été anticipé lors du dernier budget. On prévoit un déficit quand même assez élevé, de 36,4 milliards pour 2022-2023, même s'il y a un scénario plus pessimiste qui porte à 49 milliards le déficit pour cette même période. Et en 2027, quand même, 2028, c'est le retour au surplus. Selon ce qu'on nous a présenté aujourd'hui, des surplus de 4,5 milliards de dollars. Est-ce que c'est pas là le signe qu'au fond, on est en train de revenir au Canada à une discipline fiscale davantage disciplinée, je devrais dire, qu'avant la pandémie? C'est ce qu'on espère, mais avant la pandémie, n'oublions pas, avant que la pandémie existe, le gouvernement, en 4 ans, 4 ans et demi, avait fait 119 milliards de déficit supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Donc, pour la gestion financière, on a toujours un doute quand on parle du gouvernement libéral. Ce qu'on voit actuellement, un déficit moins élevé que prévu. Par contre, comme je disais tantôt, c'est que c'est basé sur des revenus supplémentaires qui est créé par l'inflation. Donc, une forme de bulle artificielle là-dedans, et c'est les contribuables, les entreprises qui paient ces taxes-là supplémentaires créées par l'inflation, qui font en sorte que là, le gouvernement est content de dire « Ah, bien, j'ai plus de revenus, ça va bien », mais les citoyens ont tous payé pour ce nouveau revenu-là, qui techniquement n'aurait pas été là. Ouais. Pierre Paulus, lieutenant des conservateurs au Québec, merci beaucoup. Merci Mme Bégin. Au revoir. Au revoir. Réaction maintenant du côté du Bloc québécois, qui aussi avait des attentes quand même élevées face à cet énoncé économique. J'en discute avec Jean-Denis Garon, qui est porte-parole bloquiste en matière des finances. Bonsoir, M. Garon. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, vous aviez aussi des demandes au Bloc québécois relativement à l'assurance-emploi. Il y a de l'aide pour les travailleurs. Vous demandiez aussi qu'on augmente les pensions de la vieillesse. Il y a de l'aide aux aînés. Quelle est votre première réaction à cet énoncé économique? Bien, d'abord, c'est un énoncé économique où ce qu'on fait principalement, c'est qu'on met la table sur l'état de l'économie. Pour la première fois, chose qu'on n'avait pas faite dans le budget de mars dernier, on nomme les problèmes. Donc, on nomme d'abord le problème d'inflation, mais on a aussi des prévisions économiques où on annonce qu'il y a des risques importants de récession en 2023 et même dans les prévisions, on aurait 2 trimestres consécutifs de croissance négative l'année prochaine. Alors maintenant, la question qu'on se pose, nous, c'est pour une personne qui voit maintenant ce constat de crise qui arrive et qui va devoir, la personne à la maison qui va devoir faire face à cette crise-là, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce budget-là pour y faire face? Et la réponse, c'est absolument rien, Mme Bégin. Lorsqu'on fait le constat qu'une récession s'en vient, le fait d'avoir un système d'assurance chômage qui fonctionne, qui est accessible, c'est de première importance, de façon à ce qu'on n'ait plus jamais à avoir des systèmes ad hoc comme celui de la PCU. Vous avez parlé d'entrée de jeu des aînés. Absolument rien pour les aînés de 65 à 74 ans, sinon que de leur dire que la pension va être indexée en vertu des règles précédentes. Mais de façon plus importante encore, Mme Bégin, là, dans 2 jours, les ministres de la Santé du Québec et des provinces vont rencontrer à Ottawa le gouvernement fédéral, des ministres qui demandent unanimement à ce que les transferts en santé soient augmentés à 35 % des coûts de système. Oui. Cette rencontre-là va avoir lieu 2 jours après un énoncé budgétaire où il n'y a pas une scène de plus pour le financement inconditionnel de la santé. Alors, c'est très, très clair qu'on énonce des problèmes, mais qu'on se refuse présentement à trouver des solutions à ces problèmes-là. Bon, avant qu'on parle des transferts en santé, je veux revenir sur l'aide aux travailleurs, parce que vous demandiez l'aide, en fait, une réforme de l'assurance-emploi. Le gouvernement, quand même, agit sur les travailleurs à plus faible revenu. Il prévoit 4 milliards sur 6 ans pour émettre des paiements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs. Quand même, c'est pas assez? C'est pas... Bien, il faut comprendre, d'abord, sur les 30 milliards de nouvelles dépenses sur 5 ans, 80 % de ça avait déjà été annoncé dans le même budget
budget. Et effectivement, pour le crédit d'impôt pour les travailleurs, c'est une mesure que le Bloc québécois avait saluée. C'est une mesure qui est excellente. Maintenant, il faut comprendre qu'on annonce aux travailleurs une récession. On annonce aux travailleurs une hausse du taux de chômage. Et ce qu'on annonce aujourd'hui en prévision de ça, parce que le budget, là, le prochain budget, il n'est pas demain matin, c'est de devancer des paiements auxquels la plupart de ces travailleurs-là avaient déjà droit. Alors, je ne dis pas qu'on ne se réjouit pas, parce qu'effectivement, c'est une bonne mesure. Mais Mme Bégin, le problème avec cet énoncé budgétaire-là, c'est pas ce qu'il y a dedans. Le problème, c'est ce qui manque dans l'énoncé budgétaire. Et c'est ça l'éléphant dans la pièce. Bon, sur les transferts en santé, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour le Bloc québécois depuis des mois à la Chambre des communes, les provinces, je le rappelle, dont le Québec demande à Ottawa de les augmenter de 22 à 35 %, une hausse récurrente et, évidemment, sans condition. Évidemment, il n'y a rien à ce sujet-là dans cet énoncé économique, mais il va y avoir une rencontre la semaine prochaine des ministres de la Santé, je devrais dire, du côté de Vancouver. Qu'est-ce que vous espérez quand même de cette rencontre? Ça ne va pas se jouer à ce moment-là, vous pensez? Mme Bégin, une rencontre, ça soigne personne, là. Vous dites que c'est le nerf de la guerre pour le Bloc québécois. C'est le nerf de la guerre pour le Bloc québécois parce que c'est le nerf de la guerre pour le gouvernement du Québec. Non seulement celui-ci, mais les gouvernements du Québec se sont succédés. C'est le nerf de la guerre pour être capable de faire des réformes. C'est le nerf de la guerre pour être capable d'offrir des soins à domicile. C'est le nerf de la guerre pour être capable d'offrir des soins de santé mentale. C'est pas une chose purement politique. Ça sert à soigner des gens. Et là, ce qu'on offre, c'est une rencontre, alors qu'il y a quand même, là, dans la Fédération canadienne, une unanimité de la part des premiers ministres. Alors, effectivement, il va y avoir une rencontre. On ne peut pas voir ça négativement, mais comme je vous ai dit, elle arrive 48 heures après un gros nom couché sur papier dans un énoncé économique. Est-ce qu'on aurait pu avoir une plus belle occasion d'ouvrir une porte, de tendre une main, de faire un pas vers le Québec, de faire un pas vers les provinces qu'en mettant un certain nombre de mesures, ne serait-ce qu'imparfaites aujourd'hui? La réponse, c'est oui, mais évidemment, le gouvernement fédéral a décidé de fermer la porte, de dire non, et c'est une très mauvaise façon d'entamer un dialogue, Mme Bégin. Oui. Le ministre fédéral de la Santé, M. Duclos, a quand même dit qu'il allait arriver à cette rencontre dans un esprit positif et de collaboration. Donc, ce sera à suivre la semaine prochaine. Entre-temps, Jean-Denis Garon, porte-parole bloquiste en matière des finances, je vous remercie beaucoup. Merci. Plaisir. Au revoir. Maintenant, pour réagir à cet énoncé économique, je retrouve Jagmeet Singh, le chef du NPD. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Vous avez reproché au gouvernement Trudeau, tout juste avant la présentation de sa mise à jour économique, de ne pas comprendre la réalité des Canadiens. Est-ce que les Canadiens y trouvent leur compte dans cet énoncé économique, selon vous? Non, effectivement, c'est si on pense les grands enjeux qui frappent fort au Canada, l'inflation, le coût de la vie qui augmente, le fait que le coût pour le chauffage, les épiceries continuent d'augmenter. Et dans ce mise à jour économique, le gouvernement libéral a encore manqué le coup de donner d'appui pour les Canadiens pour un hiver qui s'en vient et pour faire face à la inflation ou l'inflation causée par l'avarice et la cupidité des grandes entreprises. Donc, ils n'ont pas vraiment agi pour répondre à ces besoins. Aussi, pour la crise dans notre système de santé, rien dans la mise à jour économique pour répondre à ça. Il y a des éléments qu'on a forcé le gouvernement de faire et on va continuer de mettre la pression, mais effectivement, ce n'est pas une mise à jour qui répond aux besoins des gens. Oui, parce que quand même, on annonce une nouvelle série de mesures pour 43,7 milliards de dollars depuis le dernier budget. Là-dedans, il y a un 2,7 milliards pour l'assurance dentaire et l'aide au logement. Il n'y a vraiment rien qui vous satisfait au NPD dans cette mise à jour économique? Donc, les mesures pour aider les gens sont toutes les mesures qu'on a forcé le gouvernement de faire avec notre entente. Donc, les soins dentaires, le crédit d'impôt de la TPS qui est doublé, l'aide pour les gens qui reçoivent l'allocation canadienne du logement. Tout ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Et on a entendu que le gouvernement fasse le travail de présenter plus d'appui pour le coût de chauffage, par exemple. Et on a voulu voir que le gouvernement enlève la TPS sur le chauffage. Et aussi, on a dit qu'on a besoin d'une réforme de notre assurance-emploi. Si une récession s'en vient, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une
une assurance emploi qui fonctionne pour toute la population, pas un tel programme qui fonctionne seulement pour 40% des gens. Donc, aussi pour les soins de santé, avec ce qu'on a entendu depuis longtemps, on a une crise, un manque de ressources humaines, le fait que nos listes d'entente, les centres d'urgence sont pleins. On a besoin d'action. Et dans cette mise à jour économique, le gouvernement libéral a encore manqué de montrer le leadership pour régler ces problèmes. Oui. Évidemment, vous, au NPD, vous avez conclu une entente avec le gouvernement libéral minoritaire pour le maintenir au pouvoir jusqu'en 2027. Vous avez dit que c'était une option que le NPD retire son appui au gouvernement si jamais il n'y a pas ce que vous vouliez, finalement, dans cet énoncé économique. Vous nous dites que vous n'êtes pas satisfait. Est-ce que vous allez continuer à donner votre appui au gouvernement Trudeau à partir de maintenant? On doit s'attendre à quoi? C'est toujours une option, mais je veux souligner comment on ne lâche pas de se battre pour les gens. Quand on a proposé l'idée de doubler le crédit d'impôt de la TPS, le gouvernement libéral a dit non, les conservateurs ont dit que c'était une mauvaise idée. Et maintenant, demain, les gens vont commencer à recevoir plus d'argent dans leur poche grâce à nos efforts. Ça veut dire qu'on ne lâchait pas et on a réussi d'obtenir cette victoire. De la même façon, on va continuer à mettre la pression. On ne lâche pas de se battre pour les gens et on va continuer d'essayer de réaliser des gains pour les gens. Jagmeet Singh, chef du NPD, je vous remercie beaucoup. Merci. Voilà pour les réactions. Maintenant, pour analyser dans son ensemble cette mise à jour économique qui a été présentée aujourd'hui par la ministre Freeland, je retrouve Jimmy Jean, économiste en chef au mouvement Desjardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Alors, un énoncé économique présenté en pleine crise de l'inflation. On y retrouve plusieurs mesures pour venir en aide aux travailleurs, aux étudiants. Il y a aussi de l'aide au logement. Est-ce que le gouvernement, selon vous, s'y prend de la bonne façon pour aider les Canadiens à traverser l'inflation? Il n'y a pas de doute que la pression est extrêmement forte dans les temps qui courent pour venir en aide aux individus les plus désavantagés. Je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les mesures pour particulièrement focaliser sur les travailleurs à plus faible revenu. On double le crédit d'impôt, le remboursement pour la TPS. Donc ça s'adresse vraiment aux ménages à faible revenu. C'est des choses il y a plusieurs éléments qui ont déjà été annoncés. Mais on va un petit peu plus loin en consentant une aide, par exemple, pour les étudiants au niveau du remboursement des intérêts. Donc ça vient aussi cibler une tranche de la population qui, au niveau des moyens financiers, c'est un petit peu plus difficile. Puis aussi, on bonifie l'aide aux aînés. Donc vraiment, je pense qu'on a une approche qui demeure assez ciblée et dans la plupart des mesures qu'on voit aujourd'hui, c'est des mesures qui se veulent temporaires. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de ne pas en faire une habitude parce qu'on sait que ça peut contribuer à stimuler l'inflation. Oui. Donc, je pense qu'avec le genre de mesures qu'on a fait aujourd'hui, on atteint, selon moi, à rencontrer ce délicat équilibre. Oui, c'est ça parce que, bon, ces nouvelles mesures, depuis le dernier budget, il y en a pour 43,7 milliards de dollars. Le grand dilemme pour le gouvernement, c'était d'aider les Canadiens, mais sans jeter de l'huile sur le feu de l'inflation. Quel impact, justement, cet énoncé économique aura sur l'inflation? D'après moi, ça devrait être assez minime avec ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, c'est c'est une indexation des mesures qui sont déjà en place. Quand on parle, par exemple, du crédit d'impôt, du remboursement pour la TPS, c'est une mesure qui existe déjà. Mais simplement, étant donné la hausse du coût de la vie, on ramène ça en fonction du coût de la vie qui a augmenté et ça fait en sorte que pour les ménages, c'est pas une si grande différence que ça. Donc, c'est pas quelque chose qui, d'après moi, si ça aide à des ménages à pouvoir défrayer leur loyer, par exemple, c'est pas quelque chose qui, selon moi, est inflationniste. Ça empêche des ménages de faire faillite, d'entrer en lourde difficulté financière. Ça aussi, c'est pas quelque chose qui est de nature à être inflationniste. Ce qui est de nature à être inflationniste, c'est vraiment des mesures qui sont déployées à travers les tranches de revenus et potentiellement à des individus qui ont déjà beaucoup d'épargne et donc et qui ont moins de difficultés, ont moins de chances de perdre leur emploi aussi en contexte de ralentissement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on reconnaît aussi dans cet énoncé budgétaire-là, c'est que les prévisions sont révisées à la baisse.
Alors, à ce moment-là, c'est là qu'on risque plus de stimuler l'inflation. Maintenant, ce qu'on a fait aujourd'hui, on est plus en mode protection. Puis, je pense qu'il y a aussi des mesures pour, à plus long terme, faire en sorte que la croissance puisse stimuler la productivité aussi. Et c'est comme ça que le gouvernement a le meilleur levier pour attaquer l'inflation à long terme, tandis que c'est la Banque du Canada vraiment qui a le rôle de s'attaquer à l'inflation à court terme au moyen des taux d'intérêt. Bon. Au chapitre du déficit maintenant, on prévoit un déficit de 36,4 milliards de dollars pour 2022-2023, mais le gouvernement envisage un scénario plus pessimiste selon lequel le déficit se chiffrerait à 49,1 milliards de dollars. Toujours selon ce scénario pessimiste, la croissance du PIB réel pourrait même reculer de 0,9 % en 2023. Alors, vous vous attendez à quoi, vous, si le Canada tombe en récession en 2023, comme plusieurs analystes le pensent? Effectivement, on pense que la situation budgétaire va se détériorer par la force des choses, étant donné que, sans dire que notre scénario est aussi pessimiste que le scénario pessimiste qui a été mis de l'avant dans l'énoncé, il reste qu'on a notre scénario de base, lui, est plus pessimiste que les hypothèses centrales qui ont été utilisées. Donc, ça veut dire que le déficit devrait augmenter, les revenus devraient être touchés par la baisse de l'activité économique. Puis aussi, on va voir des pressions sur les dépenses, parce qu'on sait qu'on a des mesures pour augmenter justement les transferts, mais il y a aussi des pressions qui vont être de plus en plus importantes, par exemple au niveau de la fonction publique, au niveau des négociations salariales. Il va y avoir des augmentations de coûts à ce niveau-là. Il va y avoir aussi des augmentations de coûts des frais de la dette, parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, ça, on l'a reconnu aussi d'ailleurs, et les frais du service de la dette sont plus élevés. Donc, ça va faire de la pression, sans dire que c'est quoi que ce soit d'alarmant. Quand on regarde en pourcentage du PIB, les déficits, même en récession, selon ce nous on estime, le déficit devrait être quand même sous contrôle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu pendant la pandémie, mais c'est certain que la belle année qu'on a au niveau de l'amélioration du budgétaire, c'est pas mal derrière nous et on s'en va vers des moments plus difficiles. Bon, justement, à la lumière de ce que vous avez vu aujourd'hui, est-ce que le Canada est en bonne position financière pour affronter une possible récession qui s'en vient en 2023? C'est la bonne nouvelle. Je pense que le Canada est à une posture enviable au niveau des finances publiques. Quand on se souvient de ce qui vient de se passer au Royaume-Uni, c'est pas pour rien, c'est parce que les finances publiques, il y avait quand même des doutes. Ces doutes-là, on les a pas ici, du moins au niveau fédéral. Le gouvernement fédéral dispose toujours d'une cote triple A. C'est de plus en plus rare. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une gestion qui est rigoureuse, qui a été faite au fil des années. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y avait cette conscience-là, comme quoi il fallait quand même être ciblé. Puis aussi, il va falloir favoriser la croissance à long terme. Donc là, on voit qu'il y a des mesures comme le fonds de croissance pour tenter aussi de rivaliser avec des mesures budgétaires qui ont été mises de l'avant aux États-Unis, entre autres, pour stimuler l'investissement puis la croissance verte. Donc là, on veut rivaliser avec ça parce qu'on veut surtout éviter que on perde, par exemple, des entreprises aux États-Unis ou que nos entreprises ne sont pas capables de compétitionner comme il faut. Je pense qu'il y a quand même, il reste que c'est un énoncé budgétaire, c'est pas un budget. Je pense qu'on va voir plus de ça, quelque chose de plus étoffé lorsqu'on va avoir le budget au printemps prochain. Oui. Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins, on va donc se laisser sur ces paroles quand même positive. Vous avez dit que c'est la bonne nouvelle d'entrée de jeu dans cette dernière réponse. Alors, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre édition de l'Essentiel consacrée à la mise à jour économique du gouvernement Trudeau. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.